Je viens de prendre un pont comme jamais, mais jamais j'en ai pris de ma vie, quoi. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand on pense à la route de la soie et à l'Ouzbékistan en particulier, on pense forcément à des villes telles que Tachkent, Samarcande ou encore Boukhara. Mais il ne faudrait pas oublier la petite sœur Khiva tout à l'ouest du pays. Il est temps de découvrir cette ville-étape magnifique aux portes du désert de Karakoum. Il est 8h du matin et il est temps de décoller de Boukhara pour aller en direction de Khiva. Alors ça va être une assez longue journée, il y a à peu près 400 km je crois. C'est surtout qu'il va faire très très chaud. Ils annoncent plus de 35 degrés. Donc je vais souffrir. Pour l'instant ça va, donc j'en profite, être un peu à la fraîche entre guillemets. On verra combien de temps ça dure. Bon, pour l'instant il y a pas mal de travaux, donc c'est un peu relou. J'espère que ce sera pas comme ça tout le long, mais de souvenir, je crois que Firous, donc le président du club de moto Motostan au Tadjikistan, m'avait dit que pendant 100 bornes, il y aurait, ça serait un peu comme ça. Profiter d'un petit créneau, hop. Désolé les loulous, mais si je peux éviter les camions, je prends. C'est l'avantage d'avoir une moto, hein, autant en profiter. Surtout pour éviter de bouffer la poussière soulevée par les véhicules qui me précèdent. En tout cas, comme on peut le voir par ici, il n'y a rien, à part le désert. Pas une colline, pas une dune, pas un arbre, pas même un rocher pour s'abriter. Je suis sous le soleil et en plein vent pour des centaines de kilomètres en ligne droite. Après une petite pause essence perdue au milieu nulle part entre Boukhara et Khiva. Alors désolé pas là ça a été du 80, je suis désolée, j'ai rien trouvé d'autre. Et là on reprend la route direction Khiva, d'ici quelques heures. Il faut savoir qu'en Ouzbékistan, la plupart des véhicules roulent au gaz. Propane, méthane. Ça coûte bien moins cher que l'essence. On en trouve aussi, mais moins. Et parfois, c'est difficile de trouver du 95, ou même du 92. Comme à cette station essence au milieu de nulle part où j'ai dû faire le plein avec du 80. Cette voiture accidentée met clairement en garde. Pour être honnête, l'Ouzbékistan fera partie de mon top 5 des pires conduites de ce voyage. Le code de la route ici est souvent juste subjectif. Certains comportements sont dangereux sans même le vouloir. Il m'est arrivé qu'on me colle pour voir ma plaque ou qu'on se rapproche juste pour tenter de faire un selfie à 100 km/h. Véridique. Je suis quelque part entre Boukhara et Khiva. Donc j'ai dépassé Gazli, je crois. Là je suis dans le désert, hein, concrètement. Et là je suis obligée de m'arrêter parce que derrière moi là, c'est quand même bien noir. Et à mon avis, ça va me tomber sur le coin du nez dans pas longtemps. Donc je vais devoir m'équiper, même si là il fait chaud et que j'ai pas du tout envie de mettre mon pantalon imperméable. Je pense que c'est quand même pour très très bientôt. Là je vais me prendre, à mon avis, la saucée. Donc on s'équipe. La joie de la vie motarde. En tout cas pour l'instant, je ne croise pas de bikers. Même pas dans l'autre sens. Je me sens un peu seule par ici. Ce sont surtout des camions et des minibus. Alors il y a quelques mois j'avais vu des chameaux au Kazakhstan. Cette fois-ci c'est plutôt des dromadaires et c'est en Ouzbékistan. Et j'ai un nouveau copain du coup là. En plus il a une belle crinière. Sacré patoune, hein. Il y en a un peu partout là, on les voit dans le fond. Ils sont en train de manger et puis il y a un garçon qui est en train de les surveiller parce que la route est vraiment juste à côté. D'ailleurs il y en a un qui est de l'autre côté.
Putain, ça a l'air bien sec ce que tu manges hein, quand même. Hein, non? Ça te dérange pas? Apparemment pas. C'est pas le tout, mais moi aussi j'ai faim. Petit repas en bord de route, dans le seul restaurant du coin, et je repars. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Il me reste à peu près 70 km et 1h30 de route pour atteindre Crivin. Bon là je suis sur une portion un peu dégueu donc on va se lever. Et ceci dit, c'est pas plus mal. Ça me réveille après les centaines de kilomètres de désert assez monotone. Je viens de prendre un pont comme jamais, mais jamais j'en ai pris de ma vie quoi. C'est improbable. Là, en fait c'est une coque de bateau, ouais. Il y a à peu près 5 bateaux qui s'enchaînent les uns aux autres. Au-dessus, donc il y a de l'atoll. Parfois c'est plat, parfois c'est pas du tout plat, c'est quadrillé. Parfois c'est en espèce de V inversé. C'est mouillé, il y a de la gadoue. Autant dire que c'était assez sport, mais franchement improbable quoi. Allez, je vous montre cette traversée. Bon alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Oh putain, c'est un pont de derrière les fagots là. Ok. Bon bah c'est parti hein. Adventure. Oh bordel. Tu parles d'un pont? Ok. Bon bah c'est parti hein. Alors, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que c'est que ce pont? Pétard. Bon, évidemment en plus ça glisse, c'est mouillé. Margot les bons tuyaux quoi. Ah ouais, le mec était confiant. Je lui ai demandé si je pouvais passer en moto. Il m'a dit ouais c'est bon vas-y. Tranquille. Bon oui bien sûr ça se fait mais je pense qu'il y avait un vrai pont avant. Alors je l'ai loupé parce que j'ai dû m'arrêter choper de l'essence. D'ailleurs j'étais toute contente, j'avais réussi à trouver du 95. Sacré pont en tout cas. Ils t'ont aménagé un truc là aux petits oignons. Ça me rappelle limite le Laos ou le Myanmar. Je me suis rendu compte après coup qu'il y avait presque 1 kilomètre de ce fameux pont fait de 11 coques de bateau, et pas 5. Sinon oui, il existe un pont officiel en dur quoi, un vrai pont. Mais celui-là, il était carrément badass, non? À croire que j'ai un radar à aventure. Et check ton booty. Allez. Check ton booty. Check. Merci. Ouais, il est un peu plus puissant ton pouic que le mien. C'est vrai que l'effet n'est pas le même. Hein. Ok, j'ai peut-être 5 ans d'âge mental, mais j'adore ces moutons à fesses. Quand ils courent, ça bouge dans tous les sens et je dois avouer que ça me fait marrer à chaque fois. Me voilà à Khiva, la ville du désert. Comme pour Bukhara, Khiva se trouve dans une oasis, en faisant une étape clé des caravanes de nomades. Elle aurait été fondée entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Encore une ville remplie d'histoire. Khiva est la plus petite des 3 villes historiques, on va dire, derrière Bukhara et Samarcande. Il n'empêche qu'une fois à l'intérieur de l'enceinte de la citadelle, on se sent vraiment projeté dans une autre époque. Je commence la visite. Donc juste en face de moi, j'ai le médersa de Muhammad Amin Khan et le minaret Kaltaminor, si je dis pas de bêtises. Donc ici, et le minaret.
Alors c'est sûrement le plus emblématique de la ville de Riva, avec ses bleus juste incroyables. À la base, il aurait dû être beaucoup plus haut, et je crois même qu'il aurait dû être le minaret le plus haut du monde musulman. Mais finalement, sa construction a été arrêtée, donc il ne fait que 28 mètres, d'où son nom de minaret court. Il avait été prévu qu'il fasse minimum 70 mètres. La légende dit qu'il aurait été si haut qu'on le verrait depuis Bukhara, et que son architecte aurait disparu avant de terminer le projet pour éviter que son savoir ne fuite, et qu'on puisse par la suite construire un minaret encore plus haut. L'ambiance est à la fête, et quel que soit l'âge. Je suis en haut du minaret Islam Rojda. Donc celui-là, il est un peu plus haut que le Khalta Minor, il doit faire à peu près 44 mètres de haut. Par contre, c'est très étroit et les marches sont vraiment hautes, donc c'est limite de l'escalade pour monter. Par contre, la vue d'ici est quand même juste assez folle. On voit Riva à 360 degrés et ça donne à peu près ça. Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est parti, je vais aller faire mon rappel pour retrouver le plancher des vaches et continuer ma petite visite de Riva. Bon, clairement, faut vraiment pas être grand. Ça, c'est un petit peu compliqué. Habituellement, un minaret, c'est un élément clé des mosquées. Et pourtant, je fais qu'1m70. Hein. Il s'agit d'une tour plus haute que le reste des bâtiments et qui permet de diffuser l'appel aux 5 prières journalières par le muezzin, c'est-à-dire littéralement celui qui appelle. Me voici dans la mosquée Djouma, qui veut littéralement dire la mosquée du vendredi. Elle est reconnaissable avec sa vaste salle de prière et ses 218 colonnes de bois sculptées. Chaque colonne a un motif différent. C'est un lieu superbe. Dans le palais Tosh Ovli, l'un des plus beaux et des mieux conservés de Khiva, on trouve une yourte traditionnelle ouzbèque. Il faut savoir que même s'il y en a au Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mongolie et Ouzbékistan, chaque pays a sa forme de yourte propre. La ville intérieure Itshankala est vraiment grandiose. Où que l'on regarde, où que l'on pose les pieds, nous sommes plongés dans cette riche histoire de la route de la soie. Kunya Ark, qui signifie la vieille forteresse, est vraiment le cœur historique d'Itshankala, la ville dans la ville. C'est aussi l'endroit parfait pour voir Khiva des toits, alors prenons à nouveau un peu de hauteur. Je termine cette journée de visite sur Riva avec un très beau coucher de soleil en haut des remparts et avec une vue... Alors comme on peut le voir et surtout l'entendre, le calme est revenu. C'est appréciable de retrouver le calme de la cité. Et ouais, c'est vraiment une jolie ville, très sympa. Il faut dire que ce matin, il y avait des bus scolaires bourrés de jeunes ouzbeks pleins d'énergie. Maintenant, l'atmosphère est plus feutrée, seulement perturbée par le vent venant du désert. Voici Sariba, une jeune femme de 31 ans que je viens de rencontrer. Elle est ouzbèque et je crois qu'elle vient de la partie nord-ouest du pays. Un groupe se prépare à jouer. Et étant côté coulisses, j'ai même droit à une petite démo privative en avant-première par Oustam.
Cet instrument avec une forme en double cœur et son long manche est un luth, appelé tar. Merci Rostam, Rahmat. Et maintenant, place au spectacle. Sariba s'est jointe à la partie et essaie d'entraîner les touristes à danser. Par moments, elle m'appelle Margarito, avec un léger accent pour m'inciter à venir aussi. Quand je dis que je m'appelle Margot, on pense souvent que c'est le diminutif de Margarita, prénom que l'on retrouve pas mal dans la langue russe. Danse, chant et parfois limite du théâtre absurde. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vite embarqué par la joie et l'énergie de cette troupe. Parfait pour clôturer la découverte de Khiva. Khiva est vraiment un petit joyau préservé qui sent bon les épopées d'un temps passé. Mais que ce soit Tashkent, Samarcande, Bukhara ou Khiva, chaque ville vaut vraiment le détour. L'Ouzbékistan est un pays magnifique à visiter. Mais ceci dit, il est temps pour moi de faire demi-tour car ma prochaine destination, c'est le Tadjikistan. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Tisic. 24 Tisic.